Bonjour à tous, donc, je suis Aurélie Bacquer, je travaille chez Aerospace Valley, je suis en charge de l'ESABIC Sud-France, donc il y a un incubateur d'entreprises qui accompagne les entreprises qui ont un lien avec le secteur spatial. Et dans le cadre de nos activités, on organise régulièrement des webinars pour présenter des projets ou pour présenter des partenaires. Et aujourd'hui, je suis ravie de pouvoir accueillir Éric Poisson et Benoît Besson de chez Magelium. Et je vais vous laisser la parole tout de suite. Oui, bonjour, je m'appelle Benoît Besson. C'est moi qui vais vous présenter le cœur du sujet d'aujourd'hui, qui est innover, industrialiser. Donc l'innovation met la problématique de l'industrialisation dans le cadre de l'innovation. On a prévu une présentation qui va durer à peu près 1 heure. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter, à les signaler. Il y a des sujets qu'on va évoquer peut-être sur lesquels vous aurez des questions, sur lesquels vous voulez qu'on développe un petit peu plus. Donc n'hésitez pas en tout cas à nous remonter tout ça. Je vais vous partager mon écran. J'espère que c'est bon. Oui, c'est parfait. Je vais laisser Eric faire le début de la présentation, qui fera la conclusion également. Et moi, je vous retrouve dans quelques minutes. Voilà. Bonjour. Alors, désolé, on a un petit souci de chauffage parce qu'on est un peu couvert. Mais bon, on est en train de résoudre tout ça. Donc, on a l'opportunité, et merci à l'ESABIC de nous donner cette opportunité de vous présenter un petit peu ce qu'on fait, nous, en termes d'accompagnement autour des startups, en fait, qui se retrouvent toujours dans une problématique d'innovation et d'industrialisation. On sait que c'est des approches qui sont un petit peu compliquées à mettre en place et qui sont difficiles à concilier entre une idée, plus le montage d'un projet, plus le montage d'une entreprise, et arriver à mettre ça d'équerre et mener ça de front, c'est assez compliqué. Donc, on va présenter rapidement Magelium, les activités, les offres. Ensuite, on aura une présentation qui sera beaucoup plus tournée technique sur l'industrialisation, en fait. Et ensuite, quelques exemples de startups avec qui on travaille depuis quelques années et des bonnes pratiques. Donc, je vais commencer par vous présenter en fait Magelium pour ceux qui ne connaissent pas. En l'occurrence, Magelium, donc c'est 1998, c'est la création. On a à peu près 260 employés. On a deux sites. En France, donc Toulouse qui est la maison mère et une agence à Paris. Et on est aux alentours de 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. 4 BU chez nous, une BU observation de la Terre, une BU géo-information, une BU imagerie et application qui est vraiment basée sur l'intelligence artificielle et une BU génie logiciel. Alors, concernant l'observation de la Terre, en fait, donc là, on a une équipe à peu près d'une quarantaine de personnes qui sont soit des docteurs, des ingénieurs, et on travaille spécifiquement sur la Terre, l'environnement, le climat, via des capteurs optiques, radars, IR, tout ce qu'on peut imaginer en termes de capteurs. Et on est sur toute la chaîne de traitement d'images, en fait, jusqu'à opérer un service intégralement pour Copernicus, qui est le service Snow and Ice. Donc, en termes d'activité, c'est beaucoup de caractérisation de capteurs, consolidation, validation, tant de capteurs que segments sol et exploitation de ces données. Et on a un panel de clients et de partenaires, sans surprise, autour de l'ESA, de Thales, d'Airbus, Defence and Space, le CNES, etc. Une deuxième BU, donc imagerie et application, où là on est vraiment très concentré sur tout ce qui va être géométrie 3D, traitement de l'image, LIDAR, etc. L'idée, c'est de pouvoir faire du transfert de technologie, c'est de pouvoir concevoir des systèmes de perception et de développer des logiciels. On travaille beaucoup avec des laboratoires et aussi des gros industriels. Typiquement Renault, avec qui on collabore depuis quelques années sur la mise en œuvre en fait du véhicule autonome, mais ça peut être aussi la DGA sur certains systèmes de sécurisation des forces Barkhane. Donc on a un panel d'activités assez large, soutenu en fait
par cette équipe qui est très pluridisciplinaire. Une BU génie logiciel, en fait, qui est un peu le socle technique en fait de Magelium, où là on a des activités assez classiques de SN et de forfait. Donc on fait de l'audit, du forfait, de la TMA, et puis on réalise différents outils qu'on industrialise pour certains, notamment les startups, qu'on revitalise pour des outils qui ont déjà été développés et qui sont un petit peu dépassés. Là aussi, on a un panel de clients qui est à peu près le même que dans les autres BU, c'est-à-dire plutôt autour de l'espace, de la défense, de l'aéronautique et de tous les systèmes innovants en fait. Ça nous fait en fait un peu plus de 20 ans d'expérience et de savoir-faire autour du génie logiciel et dans plein de secteurs critiques en termes de complexité, de taille, d'enjeu et de concurrence évidemment. Donc on est très présent en fait sur tout ce qui va être air traffic management, sur pas mal de projets aéronautiques aussi, beaucoup spatial et de météo. Et on essaie d'accompagner nos clients en étant au plus près de leurs besoins et de réaliser les outils dont ils ont besoin spécifiquement pour eux, c'est-à-dire sans qu'ils soient obligés de s'adapter en fait à un outil qu'on aurait créé. Et on concentre cette activité et l'activité qu'on va vous présenter donc sur l'industrialisation et la revitalisation. Donc de quoi on va parler en termes d'industrialisation? On va parler en fait de monter en TRL, technologie readiness level, c'est-à-dire qu'à partir d'une idée, il y a un prototype qui est fait. Ce prototype, il marche ou il marchote, mais il est suffisant lorsqu'on monte ce projet. Et au fur et à mesure, on commence à avoir des petits soucis qui arrivent. Donc il faut engager un passage à l'échelle et il faut évidemment conserver tout le scope iso-fonctionnel de l'application. Alors je sais que le mot n'existe pas, mais j'utilise souvent, c'est robustiser en fait l'application. Et là, on va se concentrer, et ce que Benoît vous montrera tout à l'heure, sur tout ce qui va être dette technique, tout ce qui va être contrainte, parce qu'on n'y pense pas forcément, mais elles sont nombreuses et de plus en plus nombreuses. Et aussi sur les processus et les outils où maintenant il y a des processus qui sont absolument obligatoires et des choses qu'on doit mettre en place absolument. Et donc là, on travaille avec différentes sociétés. On a pris deux exemples qu'on vous montrera si on a le temps, qui sont Ubeam et 12. On a travaillé pour d'autres applications, petites applications côté ADS ou Teranis. Et on fait aussi du portage en fait. Donc là, c'est la refonte d'un système obsolète ou d'une partie d'un système obsolète. Il y a des contraintes qui évoluent et donc par rapport à ces contraintes-là, on va déployer notre savoir-faire pour apporter des améliorations. Donc là, plutôt sur des applications déjà développées sur des gros systèmes. Donc là, l'idée, c'est de faire du portage d'applications, du portage logiciel et d'apporter, comme vous le voyez en fait sur la droite du slide, en fait, des améliorations fonctionnelles, graphiques, technologiques et en intégrant tous les processus et outils nécessaires pour mener ces projets à bien. Donc là aussi, des clients comme ADS, le CTO en fait, qui gère tout ce qui va être émissions de radiation au niveau de la planète, le CNES et AGD qui est un de nos clients fidèles depuis quelques années et pour qui on a revitalisé un logiciel. Alors, quand doit-on industrialiser en fait? Souvent, avec les startups, en fait, on s'aperçoit qu'en fait, ils ont posé un cadre, ils ont identifié une bonne solution, ils ont identifié un marché, un business model, des partenaires. Ils ont mis en place en fait une démonstration technique qui a rassuré un petit peu tout ce qui est financier, etc. Ils ont un super potentiel de développement. Ils sont prêts à attaquer les marchés. Et pour poursuivre le développement de son projet, il faut se doter en fait d'un outil qui soit irréprochable
qui va répondre à la demande de ses clients, mais qui va aussi permettre d'évoluer, de faire évoluer l'outil et le démonstrateur suivant les besoins qui, eux aussi, continuent d'évoluer. Et pour ça, on essaie d'apporter en fait une adaptation du démonstrateur avec des arbitrages, avec forcément des besoins qui ont évolué, qui ont changé et sur lesquels il faut absolument mettre de la ressource parce qu'il faut livrer des clients et il faut garder la crédibilité du produit. Parce qu'en fait, souvent, ce passage vraiment artisanal jusqu'à l'industrialisation, on retrouve ce qui est tout à droite de ce slide, hein, des soucis informatiques trop compliqués à utiliser, buggés, des données pas sécurisées, le RGPD n'est pas respecté. Donc tout ça, c'est des choses qui peuvent mettre un coup d'arrêt en fait à l'expansion d'une start-up. Et nous, on est là et on a mis en place en fait une offre un peu spécifique pour accompagner les startups avec ce niveau d'expertise pour les rassurer et leur donner ce cadre dans lequel on peut faire évoluer des outils et pour qu'ils deviennent vraiment, qui s'imposent sur le marché. Je prends la main. Ouais, je vais laisser Benoît prendre la main sur ce sujet. Je reviens à la planche précédente. Donc effectivement, comme disait Eric, on a effectivement ce démonstrateur à un moment donné. On sent bien que ce démonstrateur va être la base du socle technique de la solution industrielle, mais quelque part, il ne répond pas complètement aux besoins. Et ça, c'est relativement normal parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en phase amont du projet, on a dû convaincre les partenaires de partir sur le projet. Donc, on a rapidement mis en place des démos. Parfois, les fonctionnalités n'ont pas été complètement abouties. C'est normal, en fait, d'arriver à cet état-là. Le besoin, parfois, il a évolué parce que les échanges qu'on a eus avec les différents interlocuteurs, ils sont amenés à reposer le cadre du projet. Et donc, il y a tout un historique. L'idée, ce n'est pas de refaire l'historique, mais c'est d'accepter quelque part que c'est normal que le démonstrateur ne soit pas en phase avec ce qu'on devrait faire du produit, qu'il y a parfois un écart entre l'idée qu'on a du démonstrateur et ce qu'il est censé être fait, tel que parfois il est même présenté avec un peu d'avance aux différents partenaires. Donc, la question, c'est plutôt qu'est-ce qu'il faut faire quand on est dans cette situation. Donc, qui m'amène à introduire la notion d'industrialisation telle qu'on le voit dans notre secteur à nous. Alors, l'industrialisation, j'ai trouvé une définition, vous en trouverez certainement d'autres. Celle que j'ai trouvée, c'est appliquer des techniques, des procédés industriels qui apportent rationalisation et hausse de productivité. Quelque part, les deux axes qui me semblent intéressants, c'est effectivement cet axe de rationalisation. Le début du projet était un peu chaotique, comment on peut arriver à mettre tout ça en phase et comment on peut améliorer la productivité, puisque quand on va vouloir passer en production, si on n'a pas une bonne productivité, quelque part, on ne va pas pouvoir passer les prochaines étapes. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on parle d'industrialisation, là, dans le secteur dont on parle nous aujourd'hui, c'est le secteur des systèmes d'information numérique. Au début, quand on parle d'industrialisation, ça fait plutôt référence à des usines. On en parle beaucoup en ce moment dans la politique, il faut industrialiser la France, etc. Quelque part, ça évoque des usines de production matérielle. Donc, l'idée, c'est quelque part de réappliquer ce qu'on va faire dans une usine de production matérielle, mais dans un projet abstrait, dans un projet numérique, et voir comment on va passer en production. Donc, comment on va pouvoir mettre en place toute l'automatisation nécessaire pour le projet. Quelque part, c'est un changement de paradigme par rapport à la première phase du projet. Quand on a démarré le projet, on était dans une démarche d'innovation. Quelque part, il va falloir accepter de sortir en partie de cette démarche d'innovation pour aller vers quelque chose qui sera différent, sur lequel on va adresser des nouveaux enjeux. Donc, j'ai essayé d'identifier les axes qui me semblent les plus importants. Déjà, la qualité de service. Eric, tu parlais de robustifier tout à l'heure. En gros, c'est cette idée-là. Et puis, accélérer les phases de développement et déploiement. Comment je peux, dès que j'ai une nouvelle fonctionnalité, la mettre à disposition sur ma plateforme de production. Et tout ça, ça nous amène quelque part à l'automatisation, qui permet à la fois de réduire les erreurs et d'accélérer les phases de déploiement. Voilà. Et donc, la question à se poser, du coup, à ce moment-là, c'est est-ce que je suis bien organisé? Est-ce que j'ai les bons outils, etc. Et c'est ce qu'on va développer dans les planches qui suivent. J'ai mis un petit schéma à droite
qui traduit souvent l'état d'esprit dans lequel on est à ce moment-là. Il y a une phase d'euphorie au début du projet, et quand on passe quelque part à une confrontation à la réalité, j'ai envie de dire, même si c'est un peu dur, ben, il y a ce qu'on appelle disappointment point, c'est-à-dire une phase où on va quelque part devoir gérer un certain nombre de difficultés pour faire cette transition. C'est justement le sujet qu'on évoque avec vous aujourd'hui. On a trouvé une étude qui apparaît quand même à nombreux endroits sur les raisons qui peuvent entraîner les échecs des startups. Alors, il y en a quelques-unes qu'on ne va pas évoquer aujourd'hui, qui sont les premières, qui sont liées à la mise en place du business model, etc., qui, par rapport à ce qu'a présenté Eric, sont censées être faits en phase amont. Donc, il reste quand même des risques à cette étape-là, que j'ai représentés par les points à 23% et à 17%, qui sont le risque lié à l'équipe, lié au produit. C'est ce qu'on va développer en fait dans les planches d'après. Comment s'assurer qu'on a la bonne équipe, le bon casting, la bonne organisation, qu'on a mis en place les bonnes procédures documentaires pour échanger dans l'équipe, et puis au niveau du produit, qu'on a bien mis en place le bon cas technique et qu'on a bien conçu le produit par rapport aux objectifs de l'entreprise. Voilà. Donc en premier, dans les facteurs sur lesquels il faut faire vraiment attention, avant tout bien sûr le facteur humain. Souvent on a des projets qui ont démarré à budget limité, hein, puisque tant qu'on n'a pas réellement prouvé la capacité de développer le projet, ben, on n'a pas forcément beaucoup de financement. Donc, qui dit budget limité dit manque d'expérience. Dans l'équipe, typiquement, on va avoir des stagiaires ou des alternants qui vont prototyper, mais qui vont fournir les premiers éléments, mais ce ne sera pas forcément des gens qui ont énormément d'expérience. Ou parfois, ce qu'on trouve aussi, c'est le principe de bus, c'est-à-dire on a une personne dans l'équipe qui est à la fois chef d'entreprise, responsable de la R&D, financier, commercial, etc., qui fait tout et en plus il code et en plus il teste son code. Donc là, on a une rupture quelque part où il va falloir apprendre à cette personne à déléguer, à documenter et quelque part à ce que tout le monde l'aide à critiquer peut-être les choix qui sont mis en place et les ajuster. Donc c'est un peu la contrepartie d'avoir une personne qui fait tout ça. Et puis le deuxième aspect, c'est lié au recrutement. Aujourd'hui, dans le secteur, c'est très difficile de recruter. Les candidats dans le métier informatique, il n'y en a pas tant que ça. Dans les startups, on a une difficulté supplémentaire qui est liée au turnover, que j'ai représenté par le schéma à côté, où on voit que globalement, à peu près tous les postes, c'est rare qu'une personne reste plus de 2 ans à son poste. C'est le cas pour les ingénieurs. Donc, effectivement, on investit sur les gens partent. Donc, quelque part, on perd aussi des ressources du projet. C'est compliqué. Ce à quoi j'ai été confronté moi aussi, c'est parfois une curiosité technique dans les startups. Il y a beaucoup de gens qui vont dans les startups parce qu'il y a cette étiquette de technologie et quelque part, ils s'intéressent plus à la technologie qu'au projet lui-même. Donc, ça fait partie des difficultés qu'il y a. Et puis, un point difficile où on va chercher un architecte, mais en même temps, au début du projet, on ne peut pas se payer un architecte. Et donc, on a besoin d'expérience. Les expériences, on l'a fait venir de sociétés externes, sociétés de conseil, et les gens ne restent pas non plus. Du coup, la connaissance de l'architecture du système, elle n'est pas pérennisée dans l'équipe. Voilà, c'est typiquement les problématiques auxquelles moi j'ai été confronté dans les audits que j'ai faits et les missions de ce type. Après, tout ce qui va être lié au processus. Donc, on fait beaucoup de choses dans l'urgence. Parfois, on parle d'urgence de retard permanent. On a une équipe qui est stressée, qui subit beaucoup de pression, parce qu'effectivement, on a une difficulté à organiser un peu le fonctionnement dans une équipe qui va grandir. Donc ça veut dire quelque part qu'il faut, à un moment donné, accepter de perdre un peu de temps pour anticiper les besoins, les prioriser et puis pouvoir commencer à mettre en place un peu de planification. Ça, c'est plus la partie anticipation. Et puis, un deuxième volet qui va être la qualification, c'est-à-dire que quand quelque chose est fait, on ne sait pas toujours comment ça a été testé. Donc, mettre en place des procédures de qualification, un peu plus décrire les résultats attendus. Donc là, ça oblige quelque part à rentrer dans un peu de formalisation. Et puis, une troisième difficulté au niveau du processus, ça va être la mise en place d'un cadre.
Alors, il y a une phrase qu'on dit qui est il n'y a pas d'autonomie sans cadre. Bon, c'est un peu philosophique, mais quelque part, pour moi, c'est assez proche de ce que j'ai vécu. C'est-à-dire qu'on voit dans les équipes des gens qui n'osent pas prendre un périmètre de responsabilité parce qu'ils ne savent pas non plus quel est leur rôle dans cette équipe. Donc, à un moment donné, une équipe qui grossit, c'est aussi accepter de distribuer des rôles. Je parlais tout à l'heure du bus, une personne qui faisait tout. Ben là, quelque part, au bout d'un moment, accepter de dire, ben toi, tu vas t'occuper du service client et toi, tu vas t'occuper de valider, de porter la validation du produit. Ça ne veut pas dire que les gens vont faire que ça, mais ça veut dire au moins qu'on va distribuer les responsabilités et qu'elles ne vont pas être portées par une seule personne qui est déjà complètement surchargée. Voilà. Alors après, mettre un cadre, parfois ça fait peur. L'idée, c'est pas forcément de faire des documents de 100 pages pour écrire comment on va fonctionner, mais c'est plutôt d'appliquer des méthodes. Alors j'ai fait une planche avec un joli schéma que j'ai emprunté sur chefdeprojet.fr qui représente le process Scrum. Donc c'est un process agile. Je ne vais pas vous en faire une présentation parce que c'est un peu long dans le cadre d'aujourd'hui, mais l'idée à en retenir, c'est que quelque part, il y a des méthodologies avec des rituels. Par exemple, on fait une réunion d'un quart d'heure debout tous les jours et tous les mois, on se met autour de la table pour que chacun dise ce qui va et ce qui ne va pas. Sont des processus qui sont mis en place de façon collective, sur lequel le rôle de coordinateur n'est pas très prenant et sur lequel on arrive, j'ai envie de dire par intelligence collective, à faire avancer des problématiques complexes dès qu'on a une équipe un peu importante. Voilà. Donc j'attire votre attention sur la mise en place de rituels agiles, de méthodologies agiles, qui peuvent vraiment faciliter sans alourdir le processus. Voilà. Le troisième axe, c'est lié à la documentation. La documentation, alors là-dessus, clairement, c'est rare qu'on fasse trop de docs. La plupart du temps, en phase amont du projet, on va plutôt mettre l'effort dans le prototype et c'est une bonne chose, mais il y a un moment donné, quelque part, on va se retrouver bloqué tant qu'on n'a pas le minimum de documentation disponible. Ce que j'ai voulu vous présenter ici, c'est quelque part quels sont les points importants qu'il faut documenter à cette étape-là du projet. Donc, au niveau du besoin, ce qui est sûr, c'est que tant qu'on n'aura pas formalisé ce que doit faire l'outil, on va être bloqué. On va être bloqué parce qu'il y aura des besoins dans tous les sens et les priorités vont, au bout d'un moment, vont être impossibles à définir, où tout sera urgent. Donc, quand tout est urgent, rien n'est urgent. Façon de voir les choses. Et donc, quelque part, ça veut dire découper le besoin en tâches unitaires, ces tâches, les prioriser. Quand on les a priorisées seulement, on les détaille, parce qu'on n'a pas besoin de tout détailler forcément au début. Et puis, quand on les a détaillées, on peut les chiffrer. Voilà. Donc, quelque part, commencer à enclencher un peu ce mécanisme-là. Et ce n'est qu'à ce moment-là qu'on peut réellement faire un planning global. Alors, ce planning, le premier planning qui va être fait, il va être très, comment dire, avec un indice de confiance qui sera assez bas, mais d'un mois sur l'autre, l'équipe va apprendre à mieux fonctionner et également à réaliser plus vite et mieux, mais surtout aussi à chiffrer mieux. Le chiffrage, c'est quelque chose qui s'apprend dans le temps et c'est l'équipe qui apprend à chiffrer. Donc ça, c'est aussi l'issue des méthodologies agiles, c'est quelque chose qui s'avère assez vrai en pratique. L'autre point qu'on documente, alors là j'ai envie de dire pratiquement jamais, c'est les contraintes. Alors on le fait dans les grands projets industriels, mais on devrait le faire partout. C'est sur quelle plateforme de production va devoir tourner l'outil. Est-ce que c'est une Red Hat 7? Est-ce que c'est du Docker? Est-ce que ça doit être déployé sur un cloud? Est-ce que voilà. Et puis avec comment dire, qu'est-ce qu'on s'autorise en termes de fiabilité, etc. Et puis éventuellement d'autres contraintes sur ça doit tourner sur la plateforme de mon client, ça doit s'intégrer avec d'autres outils. Voilà, quelque part, arriver à formaliser ça, c'est fondamental. Et puis aussi, parfois, on le retrouve plutôt sur des gros projets, mais des contraintes de réalisation. Ça doit être développé avec tel outil, avec telle méthodologie, tel langage, etc.
Donc, quelque part, à un moment donné, il faut un document où on fait l'effort de formaliser les contraintes qu'on impose au système. Et du coup, quand on a le besoin, les contraintes, on va faire les choix techniques. Bon, alors là, ça ressemble à un projet classique. J'essaie quand même d'accentuer les points importants. Donc, les contraintes ne me semblaient pas toujours décrites. Au niveau des choix techniques, à un moment donné, il faut être capable, même si on fait une planche ou deux, de décrire les grands principes de choix qu'on fait. Choisir sur un système, c'est aussi renoncer à faire autrement. Donc, il faut arriver en quelques mots à dire quelle est la base des choix techniques. On parle parfois de blueprint, ce type de choses. Et ensuite, quand on a formalisé les grands principes, nommer les procédés et méthodes. Alors là, ça peut aller loin, hein, parce qu'on va dire, par exemple, qu'on veut utiliser, je sais pas, un navigateur web, et après, à un moment donné, on va dire, bah, la technologie, on veut que ce soit tel framework, puis après, ça va être telle librairie, puis après, on va utiliser telle librairie de telle façon. Bref, tout ce qui va être lié au choix technique, arriver à tout lister jusque dans le détail, et chaque point justifié. Pourquoi on a cette librairie sur le projet? On doit être capable de répondre à pourquoi elle est là sur le projet, cette librairie, pourquoi c'est elle, pourquoi c'est pas une autre, et donc quelque part justifier par écrit le choix de chaque technologie. Si on ne le fait pas, globalement, dans l'équipe, chacun va se faire une idée de pourquoi on a choisi telle technologie, et puis parfois ce sera des mauvaises idées, puis parfois on va garder 10 ans une technologie dont on n'a pas besoin, parce qu'on ne sera pas passé par cette étape-là. Voilà. Alors, un truc très pratique aussi, c'est faire un grand schéma. Un schéma qui tient sur une page. Alors, ça paraît difficile sur certains projets complexes, mais l'idée d'avoir un schéma complet avec quelques boîtes, quelques flèches, c'est le schéma qu'on va toujours utiliser quand on sera en train de discuter avec les gens techniques, mais aussi avec les parties financières, avec le chef de projet, avec les commerciaux. Il faut trouver un schéma qui soit suffisamment clair pour que tout le monde puisse avoir un support pour qu'on puisse discuter ensemble de ce qui est fait dans le système. Parce que ce n'est pas les gens techniques qui vont avoir la meilleure vision pour faire les choix. Ils vont pouvoir proposer, mais éventuellement, ils ne vont pas toujours comprendre tous les enjeux. Du coup, l'idée, c'est de finir cette étape-là par une revue critique. On fait venir l'ensemble des acteurs du projet sur la base d'un document écrit. Alors, l'idée, là, c'est pareil, pas faire un document de 100 pages, mais un PowerPoint de 20 pages, même à la limite, ça peut être bien. Et ensuite, on vérifie que la solution est bien validée. C'est une étape essentielle parce que ça permet de ne pas continuer à construire le projet sur la base du démonstrateur qui parfois est à revoir au niveau des choix. Le stagiaire a décidé de prendre une librairie parce que c'est ce qu'il avait sur la main à ce moment-là. Ben parfois, c'est un choix qui va durer des années et que personne voudra remettre en question. Et c'est des choses comme ça qu'on rencontre assez souvent finalement. Et le dernier point, ça va être lié à la mise en place d'un espace documentaire collaboratif. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut faire au plus tôt, c'est-à-dire un endroit où tout le monde, dans l'équipe technique, peut contribuer en mettant des procédures, comment j'installe tel outil, comment je démarre le système, comment je fais tel test, etc. Et donc, le dernier max au niveau de la documentation, c'est la mise en place de cet espace collaboratif. Donc, je répète, en gros, le besoin, le découper, le prioriser, identifier les contraintes, donc ça, c'est à mi-chemin entre le besoin et les choix techniques, un peu de documentation, mais surtout beaucoup de justification dans les choix techniques, de quoi échanger avec l'ensemble des partenaires, et un espace documentaire collaboratif. Voilà. Voilà. Alors, au niveau du socle technique, alors le socle technique, c'est ce qu'on va construire à partir du démonstrateur, mais en prenant du recul et en validant les choix techniques. J'identifie quelques axes. Alors, je ne sais pas si j'ai le temps de rentrer en détail. Si j'ai le temps. OK. Donc, j'ai identifié 4 axes sur lesquels il faut avoir un peu d'attention. C'est des choses qu'on retrouve souvent en phase d'audit. Donc, le premier point, c'est le choix des solutions. J'en parlais tout à l'heure, identifier, justifier. Dans un premier temps, il y a le choix d'un socle technique. Un socle technique, ça va être la structure, l'ossature sur laquelle on va intégrer un certain nombre de librairies. Donc le socle, il va être constitué la plupart du temps du choix du langage, qui va être quand même assez structurant. Et puis autour de ce langage, d'un framework qui va permettre d'intégrer les différentes librairies
qui vont être choisis à l'unité. Donc là-dessus, il y a des critères assez communément utilisés, comme le fait de prendre des langages et des librairies open source, sur lesquels, si on a une difficulté, on va pouvoir comprendre les fonctions qu'on utilise, comment elles sont codées, éventuellement mettre en place des améliorations ou des contournements. Il y a le fait d'utiliser des solutions commerciales sur étagère. Parfois, il y a des gens qui réinventent la roue sur des choses qui sont déjà disponibles parce qu'il n'y a pas eu vraiment de recherche. Donc, tant qu'à faire, autant réutiliser des outils qui ont déjà été testés et qui sont validés par une communauté et qui proposent aussi des solutions avec de l'expérience liée aux problématiques qu'on souhaite adresser. Et puis, un autre point qui est la notion de licence contaminante. Je pense en particulier à GPL. Si on dépend d'une librairie GPL, on va être obligé, on peut être contraint à divulguer l'ensemble des sources du projet. Donc, en termes de confidentialité, on donne toutes les sources du projet, donc on permet éventuellement à une autre entreprise de récupérer tout le travail, et ça sans aucune contrainte. Donc, il faut faire attention aux licences qu'on utilise. Ces licences, elles sont bien pour le monde libre, où tout ce qu'on développe est libre, mais elles ne le sont pas pour une entreprise comment dire, en concurrence. Voilà. Un autre point aussi, c'est que ces solutions, il faut essayer de les encapsuler quand c'est possible. Alors, l'idée, c'est qu'à un moment donné, une librairie est une bonne solution, mais ça peut changer. Et puis, la politique commerciale sur laquelle on s'appuie peut évoluer et on peut se retrouver bloqué. Bloqué parce qu'on a développé une solution qui est beaucoup trop liée à un fournisseur. Dans ce cadre-là, l'idée, c'est pour chaque librairie qu'on utilise de mettre en place des mécanismes d'encapsulation pour pouvoir migrer vers une alternative sans avoir à remettre en question tout le code du socle technique. Voilà. Et un point très important, parfois on essaye de, comment dire, de se lier à une solution en pensant comment dire, qu'on va pouvoir rester sur la même solution pendant une dizaine d'années. Les choses évoluent très très vite. Donc il faut accepter quelque part que le critère essentiel, c'est d'abord l'évolutivité. J'ai choisi cette solution, peu importe, la vraie question est, est-ce que demain, si je dois changer, est-ce que je peux changer? Donc il y a des stratégies en termes de développement pour privilégier l'évolutivité plutôt que de vouloir tout prévoir ou tout anticiper au début, où c'est rarement possible en fait. Voilà. Le deuxième axe, c'est les performances. Alors les performances, ça s'adresse en deux temps. Quand on va faire le design, on va choisir une certaine architecture par rapport à des critères de performance, c'est clair. Par contre, il ne faut pas s'attendre à ce qu'on puisse tout faire sur le papier. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il y a une performance théorique, et puis quand on va passer à la mise en œuvre, et parfois on se rend compte que bon, parfois ça va plus vite, hein, mais parfois ça va moins vite aussi. Et l'explication théorique ne permet pas de garantir qu'on aura des performances atteintes. Donc l'idée, c'est de voir vraiment les performances en deux temps. Il y a une première étape en termes de design. Au bout d'un moment, il ne faut pas vouloir aller trop loin parce que de toute façon, on ne pourra pas. Et après, dès qu'on a quelque chose qui commence à marcher, il faut le tester, mesurer les performances, voir où ça limite, comprendre pourquoi ça limite et faire une deuxième passe d'optimisation. C'est ce que j'entends par adresser les performances en deux temps. Et on se retrouve parfois, quand on démarre les audits, justement, au début de cette deuxième phase, où on constate des limitations et on ajuste effectivement les solutions qui avaient été retenues initialement. Et c'est normal, c'est ça que je veux dire. Voilà. 14h40, il nous reste une petite dizaine de minutes. D'accord, ok. Bon, c'est bon, j'ai encore une planche et je pense que je passerai la main après. Un autre point, c'est les environnements de travail. Alors là-dessus, pour bien travailler, souvent on met en place un outil de gestion de tickets. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quelqu'un va écrire qu'il faut, par exemple, mettre en place une nouvelle fonctionnalité. On crée un ticket et le ticket va passer entre les différentes équipes. Celui qui définit le besoin, celui qui le conçoit, celui qui réalise, celui qui teste. Et c'est assez pratique d'avoir un outil de gestion de tickets pour travailler, j'ai envie de dire, de façon collaborative et asynchrone. On se passe les tickets les uns les autres. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment important
en termes de services pour l'équipe. La gestion de configuration, bien sûr, hein, tout le code qu'on produit, il est versionné dans un outil de gestion de conf, dont souvent on parle de Git aujourd'hui, qui est globalement Git ou GitLab, la plateforme derrière qui gère ça. Après, l'environnement de développement, on a une équipe, parfois tout le monde échange, parfois chacun travaille dans son coin. Globalement, les équipes où on arrive à partager les bonnes pratiques sur les outils convergent sur ces bonnes pratiques. Alors, il y a toujours des gens qui préfèrent travailler sous Linux, d'autres sous Windows. Bon, avant, on essayait de normaliser les environnements de travail. Maintenant, on va plus dire à chacun de choisir l'environnement dans lequel il est le plus à l'aise. Ce qui est important, c'est plutôt que chacun mette en avant les outils qu'il utilise et partage son expérience avec les autres développeurs pour qu'on arrive à avoir globalement le meilleur des bonnes pratiques de chacun appliquées par tout le monde. Il y a aussi des outils de qualité de code très importants à mettre en place au début du projet qui vont détecter au fur et à mesure que le code est produit, si le code est produit avec des travers, ils vont avertir le développeur pour que, au fur et à mesure qu'il code, il fasse en même temps du code de qualité. Les outils vont mesurer les métriques. Un fichier de 10 000 lignes, par exemple, il ne passera pas ces outils et on dira au développeur qu'il faut mieux réorganiser son code. Voilà. L'environnement de production, important. On parle maintenant beaucoup d'infrastructure as code, c'est-à-dire on va définir l'environnement de production, le paramétrer comme on fait du code, le code de l'outil lui-même. Ce sont des nouvelles pratiques qui se mettent en place, qui commencent vraiment à bien fonctionner. Donc, il y a tout un travail en fait sur la plateforme de production, comment la paramétrer, comment l'exploiter au mieux, qui ne sont pas toujours assez adressés avec assez d'attention. Et puis, aussi un gros phénomène en ce moment, c'est la conteneurisation Docker, vous avez dû en entendre parler, qui permet en fait de virtualiser l'exécution du système. En fait, on va avoir comment je peux le dire, c'est un peu compliqué d'expliquer Docker en 2 mots. On peut dire chaque programme est comme un petit système qui tourne de façon autonome, sur lequel on peut gérer ses ressources, le multiplier dans un cloud et gérer son cycle de vie de façon complètement indépendante. Voilà. L'automatisation du déploiement, si on passe une semaine à chaque fois qu'on a une livraison pour mettre à jour le produit, forcément, au bout d'un moment, on ne s'en sort plus. Et puis, le dernier point qui est probablement le moins bien adressé, c'est le monitoring. OK, on dit que le système marche, mais s'il tombe en panne, quel type d'informations on veut récupérer, ou même s'il marche bien, quel type d'informations on veut surveiller, combien il y a d'utilisateurs collectés, combien il y a d'accès à la base de données, éventuellement des indicateurs métiers qui sont à définir dans le cadre de la stratégie du produit. On le verra en particulier avec 12, dont on parlera tout à l'heure. Effectivement, la problématique de monitoring est complètement intrinsèque au modèle de projet, mais bon, il y a des cas où on ne l'adresse pas forcément. Voilà. Et puis le dernier point, c'est la qualification. Donc j'en parlais tout à l'heure, comment être sûr que le produit fait bien ce qu'on attend de lui, prévoir plusieurs étages. Le développeur, on va lui demander quand même de faire quelques tests sur son poste. Mais après, idéalement, il faudrait que ces tests soient automatisés, qu'ils puissent être exécutés dans ce qu'on appelle l'intégration continue, c'est-à-dire un robot qui tous les jours va relancer les tests et vérifier qu'il n'y a pas de régression qui apparaissent sur le produit. Et enfin, la dernière étape, c'est qualifier le produit par une campagne de test sur un environnement représentatif. Si on utilise des conteneurs, comme j'en parlais à l'instant, on peut pratiquement considérer que l'environnement d'intégration continue exécuté par le robot, il est déjà représentatif. Donc ça, c'est un gros gain et c'est globalement ce qu'on voit sur les projets maintenant comme stratégie de mise en place par défaut. Voilà. J'arrive à la fin. J'ai fait une petite planche pour essayer un peu de mettre en avant les points qui nous semblent importants à avoir en tête quand on passe en phase d'industrialisation. Alors, comme titre, j'ai mis
comment on innove et on industrialise? J'essaie de répondre à la question quelque part. La réponse est en même temps et par cycle. C'est-à-dire, alors il y a un petit schéma en bas à droite, vous le voyez, qui passe du bleu clair au bleu foncé orange. L'idée, c'est de dire qu'à partir du moment où on va avoir un premier besoin qui va être consolidé, l'idée, c'est de passer par des étapes de développement, qualification, test, et réitérer comme ça par des petits cycles. Donc on industrialise quelque part par cycle à partir du moment où l'innovation, elle permet d'identifier des besoins qui sont suffisamment matures. Alors en gros, en première étape, ou plutôt, poser un cadre et distribuer les rôles. C'est très compliqué tant qu'on n'a pas une équipe qui est organisée et tant qu'on n'a pas fait l'exercice de répartir les responsabilités. Au début aussi, dès qu'on peut mettre en place un processus agile, c'est-à-dire des règles du jeu, on se voit tous les jours un quart d'heure, on fait un point par mois, je vous ai donné ces deux exemples-là, mais il y a beaucoup d'autres choses dans les processus agiles, et puis un espace documentaire collaboratif. Ça, quelque part, c'est la première chose à faire. Et ce n'est pas toujours fait d'ailleurs, hein, quand on fait des audits, on voit qu'il y a vraiment ces choses-là à mettre en place. Ensuite, au niveau des besoins, eh ben, un travail dès le début pour identifier les contraintes, ce que je disais tout à l'heure, l'environnement de production et sur la réalisation, formaliser les besoins matures, alors pas tous, hein, mais dès qu'on a quelques besoins qu'on sait qui sont matures, on peut les traiter, on priorise, on détaille, on chiffre, voilà, j'en ai parlé tout à l'heure, et on fait un planning. Au niveau des choix techniques, on formalise les grands principes, c'est important de pouvoir dire en quelques phrases quels sont les principes directeurs de l'architecture, parce que ça va permettre de faire des choix après. Nommer et surtout justifier les technologies qu'on utilise. Faire un grand schéma. Alors ça, c'est vraiment peut-être le truc le plus important. Un schéma où on peut vraiment discuter et consolider avec l'ensemble des acteurs. Faire une doc, mais essentiellement pour pouvoir faire une revue critique dessus. Et on valide. À un moment donné, on acte, ben voilà, on a choisi tel techno, ce que les techniciens ont présenté, ça nous semble correspondre aux besoins, donc on y va et on peut développer avec. Et on ne va pas bloquer l'équipe de dev qui a besoin que le choix soit fait pour pouvoir avancer. Voilà. Au niveau du socle technique, ben, j'en ai parlé tout à l'heure, un outil de gestion de tickets, une gestion de conf, bien analyser les développements, comment les gens travaillent, est-ce que ces environnements de développement, de tests sont utilisés de façon optimale, des outils pour la qualité de code, les métriques, la conteneurisation qui quelque part aujourd'hui est assez inévitable par rapport à l'environnement dans lequel on baigne, le monitoring et puis au maximum automatisé puisque c'est là-dessus qu'on va gagner à la fois en qualité et en rapidité de développement, de déploiement. Pardon. Et puis les performances à adresser en 2 temps. À un moment donné, on a fait un choix, ça semble bien sur le papier, on y va, on développe, et puis dès qu'on peut, dès qu'on a quelque chose qui fonctionne, on fait quelques tests et on voit si les performances sont ou pas au rendez-vous, et si c'est pas possible, on met des outils, on utilise des outils qui vont nous permettre d'identifier à quel endroit le processus est ralenti, ou éventuellement on fait venir des experts pour analyser le code et trouver des pistes. Voilà. Je pense que j'arrive au bout. Je vais repasser à Eric. Je te repasse la main, Eric, pour expliquer un peu comment on fonctionne. Alors, donc nous, en fait, on a mis en place en fait cette stratégie il y a quelques années maintenant de s'intéresser en fait aux startups pour pouvoir les accompagner et parfois les fidéliser. Hein, c'est aussi un de nos objectifs. Donc en fait, l'idée pour nous, c'est d'accompagner le développement du projet en partageant en fait le savoir-faire qu'on apporte, c'est-à-dire en donnant toutes les clés de succès en termes informatiques à la société qu'on accompagne. Et surtout, on essaie de mettre en place en fait un partenariat dans la durée. Alors l'idée, c'est pas de partir sur des contrats de plusieurs années, etc. Mais c'est d'avoir, ne serait-ce que tous les 3 mois, des petits moments de rencontre où on peut arriver à caler les choses.
Et nous, en fait, ce qu'on apporte aussi, c'est vraiment un gros retour d'expérience sur les projets similaires. On est 260, alors on a forcément des profils et des expertises variées, en fait, qui peuvent adresser plusieurs problématiques et des problématiques très différentes. Et on utilise des méthodes et des outils qui sont éprouvés et qu'on éprouve tous les jours aussi avec nos clients dans le monde de l'aéronautique, de la défense ou de l'ATM, par exemple. En fait, ce qu'on fait, et ce qu'on a déjà fait pour d'autres, en fait, c'est proposer en fait un audit d'architecture. Ça dure généralement une demi-journée. Ça se passe avec une ou deux personnes de Magelium dans la start-up, avec l'ouverture du code, si j'ose dire, pour pouvoir commencer à regarder des tas de questions qui vont être posées pour essayer de comprendre d'une part la solution, mais aussi de trouver et de mettre en exergue en fait les risques associés. Et après cet audit, on recommande des solutions par rapport à ce qu'on a trouvé. Et parfois, et idéalement, s'il n'y a pas de solution à apporter parce que tout va bien, on le dit aussi. Et ça, on le restitue en présentiel. Et après, le cas échéant, on détermine en fait un accompagnement en fonction des besoins, mais aussi des contraintes, parce que souvent, les startups ont des contraintes, notamment financières. Et donc, on essaie de trouver avec beaucoup de souplesse la manière d'accompagner ces sociétés dans la mise en place en fait d'un produit bien carré qui marche bien et qui satisfait à la fois les créateurs de la startup et leurs clients. Donc voilà rapidement ce qu'on voulait vous présenter. Donc je ne sais pas Aurélie, il nous reste un petit peu de temps ou pas? Oui, tout à fait. On va pouvoir passer à la partie questions. Donc, je ne sais pas si au niveau des participants, certains d'entre vous ont des questions. Donc, vous avez un onglet de chat où vous pouvez poser vos questions si vous en avez. Donc, voilà, comme ça, moi, je pourrais les lire et les poser. Et les poser en fait. Voilà. Du coup, moi j'avais une question en fait sur la dernière partie là en fait quand en fait il y a une start-up qui a une question en fait. Du coup, est-ce que on s'adresse à un de vous deux? Est-ce que c'est quoi le processus simple en fait pour interagir? Il n'y a aucun problème, vous vous adressez à nous deux. Tout ce qui va être technique, c'est clairement pas moi qui vais pouvoir y répondre. C'est plutôt Benoît qui va se régaler à décortiquer ça. Et moi, sur certains aspects autour du prise de rendez-vous, choses comme ça. Voilà. Quoi qu'il en soit, on est tous les deux et on vous écoute. Et donc en fait, une fois que vous avez fait l'analyse, vous avez identifié en fait les problématiques à travailler. Vous en interne, vous pouvez mettre à dispo après, vous faites un devis, vous pouvez mettre à dispo des équipes qui aident l'entreprise à redéfinir sa stratégie ou à améliorer ses process. Comment ça se passe exactement? Alors, redéfinir sa stratégie, pas forcément, parce qu'en théorie, on ne va pas forcément intervenir sur la stratégie de la startup. Par contre, l'audit, ça va être un audit fonctionnel en fait d'un outil informatique. Et à travers cette analyse, on va être, Benoît et ses équipes vont être capables en fait de mettre en exergue des problèmes et faire un petit diagnostic en disant, ben voilà, telle appli, si ça continue comme ça, voilà ce qui risque de se passer, etc. Et par rapport à ça, on a effectivement des profils très différents sur énormément de langages informatiques, avec des architectes, des chefs de projet, des développeurs, des juniors, des seniors, etc. Et le cas échéant, on monte une équipe. On avait deux exemples qu'on n'a pas eu le temps de vous montrer, mais qui étaient Ublim et 12, pour lesquels on a mis en place en fait un architecte qui est venu, qui a redessiné un petit peu l'architecture logicielle, un chef de projet et des développeurs qui ont mis le logiciel au carré, si je peux dire ça comme ça. Ok, oui, non, ça répond à ma question. J'avais pas les bons mots, mais c'était l'idée. Donc, je ne sais pas si jamais il y a des questions, n'hésitez pas. On va laisser 2-3 minutes cette partie-là. Ah. Alors, il y a une question sur est-ce que vous proposez des modules de formation pour répondre aux besoins identifiés lors de l'audit?
Alors, ça arrive, c'est plutôt au cas par cas. On va pas, en fait, on ne vient pas vendre des formations. Par contre, effectivement, dans l'idée où notre objectif aussi, c'est de partager le savoir-faire, l'idée, c'est plutôt, on identifie des gens qui savent et qui viennent participer à l'équipe pour faire les choses. Après, dans ce cadre-là, il arrive qu'on mette en place des formations, soit d'ordre générique, soit plus ciblées, c'est-à-dire que nos équipes, ils vont identifier la nécessité que les gens soient formés et on fera une formation, j'ai envie de dire à façon, qui sera ciblée non pas sur une problématique théorique, mais sur une problématique précise dans le cadre du projet. Ça fait partie de le partage quelque part du savoir-faire qu'on veut faire, qui peut se faire, par exemple, à travers une formation. Ça marche. Et après, j'ai une autre question sur, alors, avez-vous déjà accompagné des startups qui développent des solutions hardware? Donc, c'est le cas de l'entreprise qui pose la question. Parce qu'ils démarrent leur industrialisation, donc ils démarrent l'industrialisation de leurs produits physiques et ils ont beaucoup de problématiques, notamment en automatisation des contrôles qualité. Alors, moi, je peux essayer d'y répondre. Notre métier, ce n'est pas le hardware. Moi, je suis architecte logiciel, clairement. Quelque part, on va être moins pertinent sur la partie hardware, c'est sûr, mais ce n'est pas notre cœur de métier du tout. Après, si quelque part, comment dire, j'ai envie de dire, si la startup, elle se reconnaît dans les problématiques de méthodologie qu'on a mis en place, peut-être qu'il y a des choses qui peuvent être reprises. Par contre, quelque part, on ne pourra pas avoir d'expertise sur tout ce qui va être lié au processus hardware, puisque ce n'est pas notre cœur de métier. Par contre, on pourra éventuellement avoir un avis sur comment bien tester, qualifier, documenter, etc., pour des points qui vont être en commun avec des processus liés à des projets, on va dire, des systèmes d'information. Enfin, il y a des choses en commun, je pense. Mais... En tout cas, merci beaucoup pour cette présentation, c'était très clair. Donc, je vous propose de conclure là. Au niveau des participants, si jamais vous avez d'autres questions qui vous arrivent après coup, m'envoyer un petit mail. Vous pourrez retrouver dans tous les cas le replay sur notre chaîne YouTube dans quelques temps. Donc merci, merci Benoît, merci Eric, et bon après-midi à tous. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir.